Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Elle a fait oublier que le coronavirus continue de faire des ravages au Sénégal. L'affaire du présumé scandale sexuel impliquant l'opposant Ousmane Sonko, député leader du parti politique PASTEF, arrivé troisième à la dernière présidentielle. Sonko, objet d'une plainte d'une employée d'un salon de beauté qui offre des services de massage. Et cet employé qui l'accuse de viol. La gendarmerie qui mène l'enquête avait servi une convocation au leader des Patriotes, le surnom des militants de PASTEF. Ousmane Sonko a refusé de répondre à la convocation des enquêteurs parce qu'il s'est prévalu, et légalement d'ailleurs, de son immunité parlementaire. Alors la justice, via le ministère de tutelle, a saisi l'Assemblée nationale aux fins de lever l'immunité de Sonko. Bonjour Bassirou Diomaye Faye. Bonjour Babacar. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bassirou Diomaye Faye, coordinateur du mouvement national des cadres de PASTEF. Le lundi dernier, jour de la convocation avortée d'Ousmane Sonko à la section de recherche de la gendarmerie, un rassemblement devant l'une des résidences de votre leader a débordé en manifestation violente, arrestation puis emprisonnement d'une vingtaine de personnes, et vous dénoncez. Oui, je vous remercie Babacar et vous rassure que c'est toujours un plaisir de fréquenter vos locaux pour partager ce plateau-là et évidemment nous entretenir avec vos auditeurs, les Sénégalais qui s'intéressent à ce que nous faisons et qui suivent aussi l'actualité du parti, l'actualité du pays de façon globale. Vous avez effectivement raison de le rappeler, c'était des sympathisants, des Sénégalais, des militants certainement, mais aussi des Sénégalais qui ne sont pas du tout encartés, mais qui sont épris de justice et de liberté, de démocratie surtout, qui se sont spontanément rassemblés au domicile du président Ousmane Sonko pour lui apporter son soutien et empêcher que l'arbitraire qu'il présageait ne se passât. Et je pense que ils étaient venus sans aucune intention de vivre ce qu'ils ont vécu, à savoir être gazés par les forces de l'ordre qui n'avaient absolument pas grand-chose à faire sur place. Et malheureusement, les débordements qui ont eu lieu ont abouti à ce qu'il y a à déplorer aujourd'hui, c'est que nous avons parmi ces soutiens-là une vingtaine qui est écrouée et qui est placée sous mandat de dépôt avec des chefs d'accusation totalement inacceptables. Donc nous le dénonçons, mais nous dénonçons aussi les conditions de leur arrestation, les conditions de leur garde à vue et les sévices et traitements dégradants dont ils ont fait l'objet, les actes de torture qui ont été perpétrés sur eux pour leur extorquer. Vous le dites sur la base de simples témoignages qu'ils vous ont fait. Nous avons nous-mêmes acheté des ordonnances parce qu'il y en avait parmi eux qui éprouvaient des douleurs atroces au niveau des parties génitales, et cela ne peut avoir lieu qu'au regard de ce qu'on leur a fait subir dans les lieux de détention. Ils ont été l'auteur de ces violences assez flagrantes, des véhicules incendiés, des édifices privés, publics caillassés. Vous en dites quoi, ça? Je pense qu'ils sont arrêtés, comme d'autres ont été arrêtés pour les mêmes raisons et qui ont été classés. Leur dossier a été classé sans suite. Oui, parce qu'il y a une vingtaine aussi. J'en arrive à cette vingtaine-là. Libérée, relâchée. Exactement. Il y a eu 21 personnes qui ont été libérées et qui étaient arrêtées pour les mêmes faits. Donc, on considérait qu'ils auraient pu commettre ces actes-là. L'instruction de leur dossier a montré qu'ils n'en étaient pour absolument rien du tout. Or, ils ont passé 3 jours en garde à vue. La deuxième chose, c'est pour la vingtaine restante. J'ai eu le témoignage de l'un d'entre eux qui me dit hier, beaucoup de camarades qui sont l'objet de poursuites aujourd'hui le sont en raison de leur analphabétisme. Il me dit, moi, quand on m'a lu
le PV d'enquête de police, j'ai dit, moi, ça, je ne l'ai jamais dit. J'ai jamais dit que je ne voulais pas d'un avocat et j'ai jamais rien reconnu de ce que vous avez mis dans votre PV. Je veux un avocat. Et il leur a dit que je ne signerai pas ce PV-là. Ils ont été obligés de revoir ce PV et c'est le PV qu'il a signé finalement qui l'a disculpé et qui l'a permis de sortir avec un dossier classé sans suite. Je rappelle que aujourd'hui, en l'état du droit positif sénégalais, quand vous êtes arrêté et que vous êtes entendu, vous avez le droit d'être assisté par un avocat. Et le policier enquêteur doit vous signifier ce droit-là, et sauf si vous y renonciez, il n'y a pas de raison qu'on vous entende à l'absence de votre avocat. Or, je vois mal comment, après des débordements du genre, que des jeunes arrêtés, certains même n'avaient rien à voir avec, n'étaient pas venus apporter un soutien. Il y a même un militant d'un parti politique qui n'est pas de notre parti politique, en tout cas selon ce qu'il a déclaré, qui a été arrêté. Je vois mal qu'est-ce qu'il aurait fait, pourquoi il serait là à caillasser juste pour soutenir un leader qui n'est pas le sien. Et devant de tels faits, je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à la torture, parce qu'il n'y a rien d'absolument prémédité ou rien d'absolument voulu suite à quelque chose d'organisé qui est abouti à ça. Je rappelle que les débordements, parce que j'étais là-bas, je peux parler en tant que témoin oculaire, ont eu lieu parce que les services de l'ordre qui étaient là-bas, qui ont déclaré être venus, non pas pour arrêter le leader de Pastef, mais pour constater et repartir, s'ils avaient constaté et qu'il était reparti, mais s'ils avaient surtout attendu que le leader descende tranquillement et parle à ses militants pour qu'ils se dispersent, il n'y aurait pas eu les débordements qu'on a notés. La police ou la gendarmerie, elles ont le droit et parfois le devoir d'être prévenants, de débarquer quelque part où il y a rassemblement, justement pour anticiper sur des débordements, non? Non, je suis d'accord, mais ce n'était pas la situation qui s'était posée sur place. Ce qui s'était posé sur place, c'est que les gens étaient venus, on ne savait même pas qu'ils viendraient sur place. Dès qu'ils sont là et qu'il y a déjà foule, il reste maintenant le maintien et la gestion de la foule. Quand ils sont venus, ils ont dit que nous n'étions pas là pour arrêter et amener Manu Militari, le président Ousmane Sonko, répondre à la convocation qui lui a été servie. Ils ont commencé à parler aux leaders qui étaient présents. Quand je suis arrivé et que j'entrais dans la maison, j'ai trouvé un des responsables du comité de pilotage servir ces discours-là aux militants qui ne voulaient pas l'entendre parce qu'ils n'avaient pas confiance en ce qu'on leur avait dit. Il restait quoi, la voix du leader? Ils ont parlé au leader et le leader a dit, je vais descendre leur parler. Ils lui ont dit, vous avez 5 minutes. Pourquoi déjà cet ultimatum autoritaire quand on est dans une situation de maintien de l'ordre où la force n'est pas la chose qui soit privilégiée dans le rapport qu'on veut instaurer avec l'autre, le vis-à-vis. C'est au moment même où le président Ousmane descendait pour parler aux militants qu'ils ont lancé la première lacrymogène. Ça signifie quoi? Ça signifie que la provocation vient de l'autre côté. Et ce qu'il y a à déplorer justement, c'est que par ces ailes de quelques agents, soit sur le terrain de maintien de l'ordre ou dans les situations de garde à vue dans les commissariats ou les gendarmeries, qu'on en arrive à écorner un tout petit peu l'image d'une corporation qui fait souvent même à contre-cœur son travail. On peut comprendre que quand vous êtes sous des règles d'engagement, policiers, gendarmes, militaires, qu'on soit amené à aller sur un théâtre d'opération pour une cause que vous n'épousez pas du tout.
Et moi, le simple fait en tant que patriote de voir des Sénégalais dressés contre d'autres Sénégalais à se jeter qui du gaz lacrymogène, d'autres des pierres, m'écoeure fondamentalement, surtout lorsque la cause fondamentale est le fait de personnes qui dirigent et qui ne prennent pas la pleine mesure et la pleine responsabilité de la situation économique et sanitaire. Il y a aussi, Bassirou Diomaye Faye, ce qui s'est passé la veille, la déclaration d'Ousmane Sonko appelant les Sénégalais à la résistance. Cet appel n'a-t-il pas été aussi à l'origine de ces violences un peu ? Il faut rappeler déjà, quand vous parlez de résistance, la terminologie est extrêmement importante. Au Sénégal, depuis avant l'élection 2019, il y a ce qu'on appelle le FRN, le Front de Résistance Nationale. Appeler à résister ne veut pas dire appeler à la violence, ne veut pas dire appeler à l'insurrection. Justement, tout le monde ne comprend pas de la même façon. Il y en a qui comprennent autrement. Babacar, ce que je suis en train de dire présentement sur ces micros et ce que vous êtes en train de dire ne sera pas compris à la fin de l'émission de la même façon par tout le monde. Ça, je n'entre pas dans la compréhension, le niveau de compréhension de chacun. Ce qui est sûr, c'est que ce que le leader assume, c'est la responsabilité de son propos. Et ce qu'il a dit, il n'y a rien de nouveau. Il a tout le temps dit que ce régime ne comprend rien d'autre que le rapport de force. Et ça aussi, c'est éprouvé par tous les Sénégalais. Les mots ont été bien choisis. Résistance, rapport de force. Parce que c'est des mots qu'il a tout le temps choisis pour caractériser la même personne ou le même régime. Si, de l'autre côté, le protagoniste avait changé de posture ou d'habitude ou de discours ou de méthode, les mots auraient pu changer. Mais ce qu'on dit aux Sénégalais depuis 2012, c'est que le président de la République que nous avons depuis 2012 est un président de la République qui est particulièrement violent. Et je pense qu'il a montré, depuis qu'il est là, le fait qu'il ne se soucie pas du respect de la loi. Il l'a allègrement violé. Il ne donne aucun crédit à la dignité de la justice parce qu'il a même violé les décisions de cette justice-là à plusieurs reprises. Je rappelle que c'est lui-même, après interdiction de sortie du territoire de M. Ousmane Ngom, qu'il a mis dans son propre avion et qui est sorti avec lui. Dans son voyage sur Conakry. Exactement. Quand la Cour suprême a donné raison aux enseignants, aux élèves maîtres devant Mbaye Thiam, c'est lui qui l'a dit de ne pas suivre la décision de la Cour suprême. Et on peut démultiplier les exemples à foison. Quand la Cour de la CEDEAO a donné son verdict sur la procédure de l'affaire Khalifa Sall, il ne l'a pas respecté. Donc il ne respecte absolument rien. Et parallèlement, quand ses soutiens et ses partisans commettent des infractions, c'est lui qui se charge carrément de les protéger. Et avant même que la justice n'ait à se saisir. Je rappelle que c'est dans la grande mosquée qu'il a traité les Sénégalais de tous les noms d'oiseaux parce que justement, un reportage a été fait par une chaîne étrangère, à savoir la BBC, sur l'implication de son frère dans la gestion du pétrole. Les Sénégalais étaient en train de s'offusquer. Il a dit ce qu'il a dit. Donc, caractériser cet homme-là parce que la circonstance se présente à nouveau n'a rien d'appel insurrectionnel ou d'appel à casser quoi que ce soit. Ça, il faut qu'on en soit... On n'a pas peur que Ousmane Sonko, au-delà de cette affaire, de ce fait divers, cette affaire de mœurs présumée, vous n'avez pas peur qu'on lui accroche une autre inculpation allant dans ce sens d'appel à insurrection, de trouble à l'ordre public, peut-être même d'atteinte à la sûreté de l'État? Vous savez, on connaît l'histoire récente du Sénégal. Il y en avait des choses comme ça. Où en sont aujourd'hui les protagonistes? Ils se sont retrouvés tous de l'autre côté. C'est pas avoir peur. Ils sont capables du pire. Ils sont capables du pire parce qu'il n'y a pas d'élégance. Vous les soupçonnez de vouloir ajouter d'autres inculpations? Rien ne me surprendra en termes d'absence de gentleman, de comportement de gentleman démocratique, si je peux l'appeler comme ça, de la part de ces régimes-là. Franchement, ce qui me surprendra de leur côté, c'est qu'à un moment donné, qu'ils soient capables de s'élever au niveau de responsabilité et de maturité politique et démocratique où ils doivent être au regard de l'histoire même
politique de notre pays. Vous ne serez pas surpris si Ousmane Sonko est également inculpé pour ces violences qui se sont déroulées lundi autour de chez lui? Ousmane Sonko n'a aucune responsabilité dans ces violences-là. Pourquoi on l'inculperait? C'est pourquoi je disais que tout à l'heure... Sur le discours de la veille Le discours de la veille, il y a... C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais c'est ce que je l'appel disais. À la résistance. Mais depuis combien d'années les hommes politiques appellent les Sénégalais de façon globale à la résistance? Je vous ai dit qu'un front même a été mis en place qui s'appelle un front de résistance nationale. On se rappelle tous de tous les propos que le président Macky Sall a écrits. Je pense qu'on s'en délecte encore sur Facebook par rapport à son appel au combat dans la rue, ce que le président Ousmane Sonko n'a pas dit et n'a jamais dit. Donc aujourd'hui, aller dans une tentative de scénario qui a fait un flop extraordinaire et devoir s'accrocher à une autre infraction, ce serait davantage se ridiculiser. Et je pense quand même que ce théâtre-là aura déjà assez duré pour qu'on en rajoute à la tragicomédie qui est en train de se jouer sous nos yeux. Il y a aussi cette sorte d'état de siège dans lequel Dakar, surtout la capitale, s'est retrouvée à un moment, surtout quand il s'agissait de l'examen par le bureau de l'Assemblée nationale de la demande de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Même les représentations diplomatiques ont alerté leurs ressortissants ou agents de ne pas faire des déplacements non essentiels, de rester chez eux. On installe le pays quand même dans une situation assez sensible. Oui, je reprendrai juste votre phrase en remplaçant le « on » qui ne désigne aucun responsable par le principal responsable, à savoir le président Macky Sall et son régime. C'est eux qui, en pleine situation de marasme économique accentué, parce que le marasme était déjà là, mais accentué par la pandémie, devant le lot de morts avec la deuxième vague que l'on connaît, et ce qu'il dénombre en termes de victimes de la Covid dans les centres de traitement n'a rien à voir avec ceux qui décèdent du Covid et qui ne sont pas partis dans les hôpitaux, et on sait que ça existe. C'est cet homme-là qui, au lieu de prendre cette situation-là à bras de corps, s'est mis à comploter. Donc tout ce qui suit, c'est des dommages collatéraux de son comportement d'apprenti despote, d'apprenti dictateur dans les abus desquels il est entré depuis 2012. Donc c'est lui le principal responsable. Maintenant, ce que je remarque, et ça on l'avait dit à la délégation de l'Union européenne après la campagne, après la présidentielle, quand ils sont venus nous présenter le rapport, on les a regardés dans le blanc de l'œil et on leur a dit: il y a énormément de choses que vous avez relevées dans votre rapport comme étant des irrégularités. Aujourd'hui, ça ne changera plus absolument rien dans le verdict parce que l'élection est déjà consommée. Mais pendant tout le temps que les formations politiques et la société civile ont alerté sur le processus électoral cavalier, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien dit. Alors que c'est en ce moment-là que vous auriez dû parler, y compris en menaçant de ne pas financer l'élection. C'est en ce moment-là que vous aviez voix au chapitre si votre voix peut servir à quelque chose. C'est la même façon ce qui se passe. Ils pensent que, au regard de la souveraineté de notre pays et de la réserve, si on peut l'appeler comme ça, ou de la retenue diplomatique dont ils doivent faire part, qu'ils ne doivent pas raisonner le président de la République. Mais je pense que ce qui se passe et qu'ils constatent au même titre que tous les Sénégalais les choque parce que c'est inimaginable dans leur pays. En tant que partenaire, ils ne peuvent pas se satisfaire, à mon avis, de simplement alerter leurs ressortissants pour leur dire: cherchez à vous sauver le mieux possible et laissez-les entre Sénégalais s'entretuer ou s'entreblesser. Vous voulez qu'ils interviennent dans ce débat-là? J'estime que... Sénégalo-sénégalais. Non. Vous qui appelez souvent à la souveraineté. Non, pas qu'ils interviennent. Je parle de leur comportement de façon globale ou de leur attitude. Vous voulez qu'ils désignent, qu'ils pointent Macky Sall et son régime? Je veux que les partenaires ne se suffisent pas ou ne se satisfassent pas d'alerter sur les risques de troubles. Oui, dites-nous, vous voulez qu'ils fassent quoi? Je veux qu'ils prennent leurs responsabilités et parlent quand il faut parler. Par exemple, pour l'exemple que j'ai pris de l'élection, quand
tous les troubles qui ont, toutes les manifestations qui ont eu lieu pour revendiquer la mise à disposition du fichier électoral, pour demander la mise à la disposition de la carte électorale, pour demander la remise des cartes d'électeurs aux Sénégalais, aux électeurs qui les attendaient et qui avaient du mal à prendre possession de leur sésame. Et pendant que ce temps-là, les responsables du régime étaient en train de s'organiser pour prendre les cartes de la DAF et de les amener à leurs propres militants, avec le ministre de l'Intérieur qui nous disait que je ferai tout pour que mon président gagne. Je m'attacherai à ce que les militants s'inscrivent, je m'attacherai à ce qu'ils récupèrent leur carte d'électeur, et que le ministre de l'Intérieur, n'étant pas sur la même longueur de pouvoir que Diomaye, mais met en avantage son camp. Tout ça s'est passé devant les représentations de l'Union européenne, les représentants de l'Union européenne. Donc ils ont vu, ils se sont tus, ils ont attendu jusqu'à ce que l'élection ait lieu dans les conditions dans lesquelles elle a eu lieu et le verdict, pour venir maintenant faire le médecin après la mort. J'estime que quand certaines choses se passent, ils sont extrêmement bien informés. Et les dommages collatéraux pouvant toucher à la fois des paisibles Sénégalais qui sont loin de l'action politique, mais aussi leurs ressortissants, j'estime que la posture de responsabilité aussi, c'est de prendre position par les voies qui sied. Vous voulez que les chancelleries diplomatiques accréditées à Dakar se prononcent sur cette affaire Ousmane Sonko? Non, ils n'ont pas à le faire à ce stade-là. Mais ils ont à alerter les autorités sur certaines dérives qui sont la cause de tout ce qui peut en résulter en termes de risques sécuritaires sur les citoyens vivant ici, qu'ils soient sénégalais ou les citoyens sénégalais ou d'autres ressortissants qui sont ici. Vous estimez que les violences de début de semaine aux alentours de la résidence d'Ousmane Sonko, il n'y a qu'un seul responsable, le gouvernement sénégalais. Certains aussi vous accusent dans cette présumée affaire de viol dans laquelle Ousmane Sonko est accusé. Certains vous soupçonnent de vouloir casamanciser cette affaire. Certains estiment que vous voulez lier le sort d'Ousmane Sonko à la rébellion en Casamance, la région de ses origines. Vous répondez quoi? Je trouve le propos, je veux dire l'accusation, en tout cas... C'est pas notre accusation, c'est ce qu'on entend dans l'opinion. On a reçu ici cette semaine dans une autre émission le marabout et homme politique Ahmed Khalifa Niasse qui a fait le link entre les deux situations. Je ne vois pas absolument en quoi aujourd'hui la Casamance est plus en avance que Dakar. Parce que ce qui s'est passé ici n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ici, c'est passé à Dakar par des citoyens sénégalais de tous horizons. Il n'y a pas des ressortissants d'une localité qui sont venus devant En résumé, on vous soupçonne de vouloir en faire aussi un combat communautariste. Mais en quoi? Est-ce que quand le président Sonko a appelé les Sénégalais à se dresser contre les dérives dictatoriales du président Macky Sall, est-ce que les Sénégalais, c'est une partie des Sénégalais qui se situeraient en Casamance? Non. Moi-même, je pense que quand on crée le parti, j'étais là avec plein d'autres Sénégalais et à ma connaissance, il n'y avait que 2 personnes qui étaient ressortissantes de cette région-là dans toute l'assemblée qu'on avait. Je ne vois pas en quoi aujourd'hui on peut prendre l'envergure que Ousmane a par rapport au Sénégal et à la diaspora et vouloir localiser. Vous savez, le positionnement que le président Ousmane a eu a été dès le départ très clair. Il n'a pas voulu être un leader avec une envergure régionale. Il a voulu être un leader avec une envergure nationale. Et dès les premiers jours d'existence du parti, on s'est attelé
à massifier le parti, à mailler le territoire national. Il n'y a rien qui ait été fait dans le cadre ou dit dans le cadre de cette cabale qui est montée contre le président Sonko qui puisse consister à un appel de quelque nature que ce soit de la Casamance. Maintenant, ce n'est pas parce que on manifeste à Dakar, on manifeste dans les autres départements et que la Casamance, qui est partie intégrante du Sénégal, que les citoyens sénégalais qui sont en Casamance et qui ne sont pas d'accord par rapport à ce qui se fait, n'auront pas le droit aussi de manifester au même titre que l'ensemble des Sénégalais qui sont sur le territoire. Il y a eu des manifestations, oui, à Ziguinchor, à Bignona, avec également là-bas des arrestations. Alors demain, lundi, Bassirou Diomaye Faye, l'Assemblée nationale va mettre sur pied la commission ad hoc chargée d'examiner cette demande de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, commission ad hoc qui doit auditionner le concerné, a priori. C'est ce que dit le règlement de l'Assemblée nationale. Question, Ousmane Sonko va-t-il répondre à la convocation de cette commission parlementaire? Je ne saurais vous répondre par rapport à cette question-là. Je pense qu'on en est encore loin. Ce dossier-là n'a pas fini de connaître beaucoup de péripéties. Et j'estime que s'il faut qu'il réponde, il va falloir qu'il reçoive d'abord une convocation de l'Assemblée nationale. Quand il va recevoir cette convocation-là, comme il en avait procédé avec la convocation de la section recherche, il va en délibérer avec ses conseils et il prendra la décision qui sied. Au fur et à mesure que la procédure avance, Pastef va-t-il appeler à résister, à établir, à manifester, pour faire simple? Je pense que ce n'est pas Pastef qui manifeste. Nous avons un leader d'envergure nationale, je pense que cela ne se démontre plus, qui, face à une situation, a parlé au peuple sénégalais. Ce que vous avez vu lundi, il n'y a aucune organisation ou un pilotage du leadership de Pastef derrière. C'est quelque chose d'absolument spontané. Et ça, c'est les Sénégalais de tous bords qui manifestent leur ras-le-bol par rapport à ce qui s'est passé. Ce n'est pas que par rapport à Ousmane Sonko. C'est un ensemble de situations qui se sont répétées et que les Sénégalais ont laissé faire. Ils ont abouti aux résultats que l'on connaît. Avec la traque des biens mal acquis, on avait une liste de 22 personnes, avait-on dit. Au finish, on en a chopé un seul parce que c'est lui qui était visé. Tout le reste, c'était des condiments de la sauce à laquelle on voulait manger Karim Wade. 3 années de détention, un protocole de Doha dont les Sénégalais ignorent le contenu, une extradition d'un citoyen sénégalais dont le père a tout donné au pays et qui ne peut plus revenir. Deuxième chose, Khalifa Sall. Dès qu'il a commencé à faire ses tournées et qu'on l'a menacé, il a continué à faire ses tournées. On est allé sortir cette ridicule affaire de caisse d'avance malgré tout ce qu'on en sait. Moi, je m'attendais à ce que le régime attaque un jour ou l'autre. Dès qu'on a fini le Nemeko Tour et que je savais qu'il ne nous laisserait jamais tourner en paix, je m'attendais à quelque chose, mais pas à une cabale aussi crapuleuse et aussi nulle de leur part pour aboutir aux résultats décevants auxquels les Sénégalais sont en train d'assister au fur et à mesure que les PV parlent, au fur et à mesure que les témoins parlent. Donc, ce n'est pas Pastef qui va appeler à manifester, c'est un leader qui a parlé au peuple et il a mis le peuple devant ses responsabilités. Il me semble que ce peuple-là est résolu à prendre à bras le corps la préservation de nos acquis démocratiques et à sauvegarder la liberté qu'on a acquis de si haute lutte depuis des décennies. Et à manifester donc? Je ne sais pas ce que le peuple fera. Le peuple prend ses responsabilités. Bassirou Diomaye Faye, selon le député, parce que tout à l'heure je demandais si Ousmane Sonko va déférer à la probable convocation de cette commission ad hoc de l'Assemblée nationale pour la levée de son immunité parlementaire pour l'examen de cette demande de la justice. Le député Mamoudou Lamine Diallo, député Teki,
mouvement Teki, il dit à ce stade, il est inconstitutionnel et illégal selon les articles 61 de la Constitution et 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de demander la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Il poursuit, en effet, selon le président Moustapha Niasse, qui a lu la lettre du juge d'instruction du 8e cabinet, ce dernier veut faire des tests ADN. Ce sont des mesures d'instruction et non des poursuites. Moustapha Niasse et sa majorité mécanique du bureau de l'Assemblée nationale ont tout faux en enclenchant de manière dictatoriale la procédure de levée de l'immunité parlementaire. Vous avez lu ça à PASTEF. Est-ce que dans la décision que vous allez prendre, vous allez tenir compte de ce que Mamadou Lamine Diallo a soulevé? Je pense qu'on s'est consulté quand même pour la défense du leader de notre formation politique, un pôle d'avocats respectable au regard de leur pédigré respectif. Au-delà de ce qu'on avait déjà entendu, on voit Maître Cyril Cloderly maintenant dans ce pôle d'avocats. Exactement. Donc je considère qu'on peut faire confiance aux avocats pour tout ce qui concerne d'éventuels vices de procédure. Mais comme vous le savez, ce régime-là n'en a cure de la procédure judiciaire et du respect des règles. Après, les avocats vont faire leur travail et en relation avec le président Ousmane Sonko et certainement les leaders du parti, on prendra la décision idoine. Mais cette décision-là sera prise au regard de tous les contours, à la fois les contours juridiques et les contours politiques. Et je pense qu'au finish, elle sera encore aussi lucide que la décision que le président Ousmane Sonko a récemment prise de ne pas aller déférer à la convocation de la section recherche qui lui a été envoyée en foulant au pied au passage son immunité parlementaire. Alors, pourquoi vous criez tout de suite au complot politique pour une affaire présumée de mœurs? Parce qu'on était averti depuis bientôt plus de 2 ans, disons presque 3, et que ces derniers mois-là, depuis la période du couvre-feu, les alertes s'étaient multipliées. Quel type d'alerte aviez-vous reçu? Mais on nous avait dit clairement et à multiples reprises par plusieurs personnes qui ne se connaissent même pas, que le pouvoir était en train de comploter contre le président Ousmane Sonko et que là où il comptait intervenir, c'est le salon de massage qu'il fréquentait et qu'ils allaient lui coller une histoire de mœurs pour pouvoir le liquider politiquement. Assez surréaliste. On vous avait parlé de ce salon de massage avant et de faire attention, et Ousmane Sonko qui continuait de fréquenter ce salon salon de beauté pour être exact. Moi, je pense qu'il en était qu'il n'y a absolument rien à se reprocher. Il n'avait pas jugé nécessaire au regard de ce qui avait conduit au choix de ce lieu-là pour ce qui est des prescriptions médicales qui ont été faites. Il n'avait pas jugé bon, par peur de ce qui se passe aujourd'hui, de ne pas s'y rendre. Parce qu'il considère qu'il y allait pour des prescriptions médicales et qu'on ne peut pas, par la psychose ou le complot dont on l'avait informé, l'empêcher de continuer à prendre son traitement. Un peu invraisemblable ce que vous dites, Bassirou Diomaye Faye. On ne peut pas se suicider entre guillemets quand on vous dit n'allez pas à tel endroit parce qu'un piège vous y attend. Oui, mais vous savez, quand vous allez dans une maison où vous avez une famille qui est là-bas, l'épouse, vous avez le mari, vous avez 6 enfants et 6 employés, vous ne pouvez pas vous attendre à la pièce théâtrale qui est en train de se jouer sous nos yeux. Parce que sur les lieux, il est absolument impossible que quelqu'un puisse penser même commettre un viol. Vous entrez dans une maison où vous avez des caméras de surveillance. Vous avez des employés qui se mettent à 2
pour faire la thérapie qui est exercée sur vous. C'est pas le lieu indiqué pour des thérapies comme celle-là. Ah si, pourquoi vous le dites? C'est un salon de beauté qui, par définition, n'a même pas le droit d'offrir des services de massage corporel. Attention là-bas, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous fréquentez un salon de massage depuis 2019, c'est parce que vous vous rendez compte que par rapport au soulagement des douleurs en raison desquelles vous le fréquentez, vous êtes satisfait. Est-ce que ces problèmes de douleur au dos, ces problèmes de santé-là, Ousmane Sonko l'avait mis dans son dossier de candidature à la présidentielle, son bulletin de santé l'avait signalé, oui ou non? Est-ce que le bulletin de santé était réclamé parmi les pièces pour arriver à pour candidater? Non. Dans l'esprit, oui. Il n'y a pas d'esprit qui tienne. La loi dit... pour le dossier de candidature est constitué de telle pièce. Et vous fournissez telle pièce. C'est tout. Quand vous parlez de complot, on peut résumer le scénario comme ça, Macky Sall qui est derrière Adji Sarr. C'est ce que vous dites. Oui. Parce que tout ce qui se passe, soit est commandité ou béni. On ne peut pas aujourd'hui, comme il l'a dit, prendre le risque avec ce à quoi on est en train d'assister et que le président de la République se dise qu'il est absolument étranger à ce qui se passe. Alors, Bassirou Diomaye Faye, vous vous dites quoi? Que les dés sont déjà pipés, que le sort d'Ousmane Sonko est déjà scellé? Non, loin de là. Loin de là. On ne peut pas, avec un scénario aussi loufoque, sceller le sort du président Ousmane Sonko comme ça. C'est leur objectif. Cette cabale-là, elle ne vise que ça. Mais cette cabale-là est vouée à l'échec. Parce qu'il n'y a absolument rien de cohérent dans ce qui a été dit. On est en train de faire croire aux Sénégalais qu'une personne, la personne la plus traquée par le régime, un régime qu'il caractérise comme étant violent depuis des années. À plusieurs occasions, il a dit que s'ils avaient une once d'infraction à me reprocher, j'aurais été déjà derrière les barreaux. Ça, pour ceux qui suivent le président Ousmane Sonko, il l'a dit et redit à plusieurs reprises. Donc, il était conscient de ce qu'il avait comme vis-à-vis. Ensuite, cette personne-là, vous pouvez mettre dans la tête des Sénégalais qui étant conscients de tout ça, est parti dans une maison où il y a des personnes qui y vivent, au moins 7. Quand vous prenez la propriétaire qui potentiellement aurait pu être là-bas, ses enfants, son mari et ses employés, et entrer dans une maison où il y a des caméras de surveillance et le voisinage, et s'est permis de sortir 2 pistolets, de braquer une masseuse qui n'a rien dit, qui n'a rien crié pour que quelqu'un l'entende, qui s'est laissé faire, qui s'est laissé violer une première fois suivant ce scénario-là, une deuxième fois suivant le même scénario, une troisième fois, une quatrième fois et peut-être une fois parce qu'on a dit viol répétitif. On ne sait pas, peut-être que, puisque depuis 2012 que ça dure, peut-être que ça fait 1 an dans sa tête et de ce qu'il veut accréditer dans la tête des Sénégalais. Une fois à subir cette chose-là sans avoir jamais rien dit. Ça, ce scénario-là, c'est pas avec ça qu'on va sceller le sort du président Ousmane Sonko. C'est trop gros, c'est même pas cousu de fil blanc, c'est cousu d'une corde blanche. Ne rien dire ne signifie pas ne pas subir les choses qu'on évoque. Attention, ça veut dire que c'est pas parce qu'elle n'a rien dit que rien ne s'est passé. Est-ce que c'est pas l'enquête qui doit établir tout cela? Qu'est-ce qui aurait pu lui empêcher de dire? Parce que le viol, c'est quoi? C'est un acte de conjonction sexuelle non consenti par l'une des partenaires. Si vous n'êtes pas d'accord et qu'on vous force avec tout ce que ça peut avoir comme corollaire d'atteinte psychologique et tout, mais dès qu'il part, vous retrouvez la liberté si vous n'aviez peur que de parler sous la menace d'armes.
Vous avez même le choix de démissionner avant qu'il ne revienne, pour qu'il ne vous retrouve plus dans le même salon. Ne serait-ce que ça. Donc vous ne faites rien de tout ça. Vous n'en parlez pas à votre employé. Vous lui servez un discours absolument contraire avec tout ce qu'on a comme pièce du puzzle mal ficelée pour aboutir à une thèse. Non, je pense que ça n'entre dans aucune tête d'un Sénégalais lucide et rationnel. C'est pas avec ça qu'on va mettre hors de compétition un adversaire politique. Aujourd'hui, avec le recul, avec tous les développements sur cette affaire-là, vous vous dites pas que Ousmane Sonko a peut-être commis une erreur Non, pas d'avoir fréquenté ce salon de beauté? Non, vous savez, quand vous avez un régime qui est dans la basse politique, si je peux l'appeler comme ça, et qui ne cherche pas à être dans la grandeur démocratique, tout est possible. Si on peut construire un scénario aussi mal ficelé et ravir la vedette à une pandémie qui est en train de décimer beaucoup de Sénégalais, mais vous êtes capable, n'eût été cette opportunité-là de salon, du pire que ce pire scénario-là. Ils sont capables du pire que ce scénario-là. Parce que beaucoup de personnes peuvent dire maintenant si. Mais avec des si, on peut effectivement se dire beaucoup de choses. Moi, je peux me dire, mais si je vais dans un salon qui est dans une maison, si cette maison a des caméras, s'il y a des témoins, si je me fais masser par 2 masseuses, si je m'assure que le salon a un agrément, il n'y a rien de possible. Ça aussi, c'était des si. Hein. Le saviez-vous? Saviez-vous que Ousmane Sonko fréquentait ce salon de beauté? Non, pas particulièrement celui-là. Moi, j'étais au courant des douleurs qu'il éprouvait. Et lors de mon voyage même en France en 2018, je l'avais acheté un dispositif à accrocher sur une chaise et qui était en massage automatique. Mais vous savez, celui qui souffre de douleur est le seul aussi à pouvoir dire ce qui le soulage réellement par rapport à ces douleurs-là. Mais comme vous disiez, est-ce qu'avec le recul, je dis, on n'en est pas à l'heure de l'évaluation. Mais quand tout sera plus calme, et je l'espère que ça le sera bientôt, naturellement, le parti fera l'évaluation sur tous les plans de la façon dont nous avons encore été attaqués, de la façon dont nous avons réagi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je pense que ce volet-là n'est pas seulement le volet de l'appréciation personnelle d'une décision que le leader a prise, c'est comment le parti en tant qu'organisation a su réagir. Parce que les attaques contre notre formation politique, c'est pas la première fois. Je me rappelle être venu sur ce plateau-là dans une autre émission et vous me rappeliez que nous avions dit que nos fiches de parrainage, les gendarmes sont descendus, qu'on n'avait pas de preuves, etc. Mais à la fin de la journée, c'est-à-dire au 6 février 2020, on a eu une condamnation, 2019, on a eu une condamnation du gendarme Nicolas Mendy qui était effectivement entré dans les locaux. On a connu l'affaire Maria Massagna, jusque-là ça n'avance pas. On a eu l'attaque de nos sièges et même l'actuel siège, on s'est tellement de fois attaqué à la photo qu'on a mis en affiche que la photo est aujourd'hui luisante d'huile qu'on a essayé de mettre là-bas. Donc je pense qu'on est habitué à être attaqué. Malheureusement, les Sénégalais ne voient pas ça. Et à un moment donné aussi, il va falloir qu'on sache dire stop, en tout cas au moins nous protéger et protéger nos leaders et nos militants. Pour revenir au fait, on en est qu'à l'enquête préliminaire menée par la section de recherche de la gendarmerie en attendant de voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale, dont le premier acte ou deuxième après la réunion du bureau du Parlement demain lundi, la mise sur pied de cette commission ad hoc chargée d'examiner cette demande de la justice, demande de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, au fin surtout de prélever son ADN. Est-ce qu'il va se soumettre à ce probable possible examen médical, prélèvement de son ADN pour confronter avec ce qu'on a trouvé chez la présumée victime? Et ce qu'on a trouvé chez la présumée victime, on l'a trouvé où? Et c'est quoi? Pourquoi aller se confronter à quelque chose dont on ignore totalement la provenance? Est-ce qu'il y a un échantillon témoin?
de ce qui a été, entre guillemets, prélevé chez la présumée victime. Qui est détenteur de cet échantillon témoin-là éventuellement? Parce qu'à chaque fois qu'il y a expertise, il y a contre-expertise. Il ne suffit pas de passer, prélever je ne sais quoi chez le président Ousmane Sonko pour faire des analyses et revenir dire que... Il ne va pas faire ce test ADN? J'en sais rien. Je suis en train de réfléchir en tant que personne lucide. Si aujourd'hui, moi, Bassirou Diomaye Faye, on voulait prélever mon ADN, mais je dirais, mais mon ADN, vous le prélevez pour le comparer à quoi? Est-ce que vous avez comme étant le comparable là? Comment... Vous ne faites pas confiance à la gendarmerie? C'est pas une question de confiance à la gendarmerie. C'est que quand vous prélevez quelque chose qui doit servir de référence, mais les autres qui peuvent être amenés à faire de la contre-expertise doivent détenir un échantillon du prélèvement initial. Est-ce que cela a été fait devant les avocats du président Ousmane Sonko? Jusque-là, non. Autre chose, c'est que vous savez, cette histoire d'ADN-là, je vous invite à en discuter avec les spécialistes. On peut tout faire aujourd'hui, quand vous avez certaines substances d'un individu, on peut tout faire. Le président Ousmane Sonko... Vous craignez une manipulation? Mais c'est totalement possible. Le président Ousmane Sonko, je le rappelle, a donné de son sang cette année. Quand il a appelé à donner son sang, il a montré le bon exemple en donnant de son sang. Certainement, ce sang-là, vous me direz qu'il contient l'ADN du président Ousmane Sonko. Même le salon dans lequel il s'est massé, il suffit d'une salive, d'un cheveu ou de je ne sais quoi, de la sueur pour retrouver un ADN. S'il est absolument impossible de manipuler l'ADN, n'importe quelle personne peut se soumettre aussi facilement à un test ADN et se dire derrière que je vais faire ma contre-expertise. Mais s'il est en temps soit... En clair, vous nous dites que probablement les chargés de l'enquête disposent déjà de l'ADN d'Ousmane Sonko. Non, je ne dis pas ça. Je dis, s'il est absolument impossible de manipuler l'ADN, alors là, n'importe quelle personne peut, sans se soucier de quoi que ce soit, se soumettre à des tests comme ça. Et qu'on puisse se fier aux résultats. Ça, c'est ce que je pose comme hypothèse de base. Mais s'il est possible, un tant soit peu, de manipuler un ADN en ayant à sa disposition un cheveu, de la salive, des larmes, de la sueur ou du sang, comme le président Ousmane Sonko en a donné à hauteur de 500 litres cette année, mais alors vous comprendrez avec moi qu'on puisse se méfier de cette procédure de test et des résultats qui peuvent en découler. 500 millilitres, 500 millilitres peut-être. Qu'est-ce que j'ai dit? 500 litres. Non, 500 litres. Il ne lui restera plus rien. Il n'en aura même pas. Alors, si Ousmane Sonko est condamné dans cette affaire, Bassirou Diomaye Faye, comment à passer vous envisagez l'avenir? Nous n'envisageons pas l'avenir autrement qu'avec le président Ousmane Sonko. Nous ne réfléchissons même pas dans une logique de succession ou d'intérim. Non. Le projet est construit autour du président Ousmane Sonko, même s'il est déconnecté du président Ousmane Sonko. Mais c'est pas avec ce scénario-là franchement nul qu'on va se mettre à nous positionner vers une succession qui ne dit pas son nom. Ce serait défaitiste de notre part de se projeter déjà en après Ousmane Sonko. Non. Ousmane Sonko a été notre candidat. Nous sommes allés le chercher pour qu'il dirige ce parti-là quand personne ne le connaissait. Ne connaissait ni le parti ni le président Ousmane Sonko pour qu'il amène le parti à ce stade-là. Mais la finalité n'a jamais été de faire de Pastef un appareil politique puissant et du président Ousmane Sonko un leader politique puissant. Ça n'a jamais été la finalité. La finalité, c'est de transformer qualitativement la vie des citoyens sénégalais sur tous les plans, mais en donnant
au président Ousmane Sonko et à son équipe les leviers de transformation, à savoir le pouvoir. Vous êtes en tout cas l'un de ses tout premiers compagnons, Bassirou Diomaye Faye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais, l'un de ses tout premiers compagnons dans PASTEF. Vous aviez partagé le même métier, inspecteur des impôts. Vous êtes la promotion 2007 de l'École nationale d'administration, l'ENA. Vous êtes donc de la promotion 2017. Là, vous occupez les fonctions de chef de bureau du contentieux à la direction de la législation et de la coopération internationale à la DGID, la Direction générale des impôts et domaines. Syndicaliste aussi, puisque vous dirigez le syndicat des agents des impôts et domaines SAID. Et vous êtes membre fondateur de PASTEF, coordinateur du mouvement national des cadres patriotes, les cadres de PASTEF. Merci à Yaya aussi et à Abdou à la régie, à Magui et à son équipe au digital. Restez avec nous, les programmes continuent. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, le grand jury, la semaine prochaine. Excellente fin de week-end.